Et voilà pour ce joli film de Didier Bivel, 15 jours ailleurs. On va retrouver bien sûr Didier Bourdon dans un instant puisqu'il nous fait l'amitié d'être sur ce plateau avec nous. On va surtout entendre beaucoup de témoignages, des témoignages rares, émouvants de ceux qui ont vécu un burn-out ou qui ont été témoins de la détresse d'un proche, d'un mari ou d'un père. On essaiera de comprendre ce qu'on désigne par burn-out, cette souffrance que l'on confond trop souvent avec le harcèlement, avec la dépression. On essaiera de savoir aussi quels en sont les signes annonciateurs, comment les décrypter, y compris sur soi-même, quand on sent monter en soi, venir cette espèce de grande fatigue, d'épuisement qui nous consume, qui nous brûle de l'intérieur, et bien sûr comment soigner cette souffrance-là. Et puis on ira voir du côté des entreprises. Vous savez qu'il y a eu des séries noires, si je puis dire, à France Télécom, à La Poste ou chez Renault, et on essaiera de savoir ce qui s'est fait depuis pour essayer de contrer ces drames-là. Avec nous sur ce plateau d'abord, Aude Célie. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vécu un burn-out sévère en 2012 qui vous a conduit jusqu'à la tentative de suicide, tout à fait, jusqu'à l'hôpital psychiatrique. Vous allez nous raconter précisément ce qui s'est passé. En une phrase simplement, qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous aviez compris dès le début? Non. Le burn-out, c'est pas forcément quelque chose qu'on calcule. Vraiment, il y a vraiment toute une partie où on est dans le déni, où on se donne complètement dans son travail, on ressent les symptômes, mais on a l'impression que ça vient de soi, que nous ne sommes pas assez performants. Donc c'est vrai que le burn-out, je ne l'ai pas vu arriver, c'est arrivé d'un coup. Saskia Chauffal, c'est votre père, hein, directeur de communication interne à La Poste, qui s'est donné la mort. C'était le 25 février 2013. Là, un mot avait été mis sur sa souffrance. Le burn-out avait été diagnostiqué. Oui, presque un mois avant, oui. Et pourtant personne, ni vous, ni votre mère, ni les médecins, surtout, ni l'entreprise n'ont pu l'empêcher. Non. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, pour qu'il y ait des choses mises en place au sein de l'entreprise, mais aussi au sein du corps médical et même plus dans la conscience, dans la culture, ici en France, pour que justement on empêche d'autres burn-out, et qu'il y ait une meilleure appréhension de ce phénomène-là. Jean-Christophe Sibéras nous rejoindra tout à l'heure. Il a été DRH chez Renault quand il y a eu cette série noire, quand il y a eu au Technopole cette série de suicides dont on a beaucoup parlé dans la presse. Fabrice Guerchel, vous êtes le directeur et fondateur de Philosophie Magazine. Alors là, vous n'êtes pas allé jusqu'au burn-out. Pas encore. Pas encore, mais comment dire, vous avez quitté la finance qui était votre travail. Parce que quoi? Parce que vous trouviez que c'était trop de pression, c'était inutile, ça n'avait pas de sens? Un petit peu tout ça, mais peut-être parce que c'était pas une vraie vie. Voilà, j'avais envie de vivre une vraie vie dans un monde réel et donc de créer quelque chose. Et vous sentiez que vous mettiez en péril dans cette espèce de vie un peu folle qui était ce monde de la finance? Non, honnêtement, par rapport à ce qu'on vient de voir dans le film, ce qu'on vient d'entendre, non, j'étais dans une situation extrêmement privilégiée. J'avais juste l'impression peut-être de passer à côté de ma vie, c'est tout. Et vous sentiez le besoin de remettre du sens? De remettre du sens, certainement, encore que ça ne vient pas tout seul. Le sens, on faut le chercher. On parlera de ça avec vous, bien sûr. Avec nos spécialistes, on essaiera de comprendre tous les aspects du burn-out, les aspects juridiques, professionnels et bien sûr médicaux. Avec vous, Marie Peuzet, vous êtes psychologue clinicienne. Vous n'êtes pas médecin, mais vous avez rencontré des dizaines et des dizaines de gens qui souffraient de burn-out. Est-ce qu'elles ont un point commun, toutes ces personnes-là que vous avez pu voir dans votre cabinet? Si vous cherchez un profil de personnalité, vous aurez du mal à en trouver un. Ce sont des salariés investis dans le travail, mais comme la plupart des salariés français. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans ce pays, le burn-out fait des ravages. Didier Bourdon, quand vous avez accepté ce film, je pense que c'est facile d'ailleurs d'accepter un film pareil, vous aviez une idée de ce qu'était le burn-out au départ? J'avais eu des articles dessus d'ailleurs quand il y a eu une série de burn-out en France, c'était il y a 1 an ou 2 ans. Je trouvais que ça ne se faisait pas assez la une des journaux. Moi, j'en avais parlé avec mes copains inconnus. Je disais vraiment, ça, c'est un sujet d'une gravité incroyable. Parce que s'il y en avait un, on pourrait se dire, mais là, 2, 3, 4, c'était dramatique. Et puis, ça m'a rappelé aussi quelque chose que j'ai vécu aussi de près avec mon père. Il était un peu avant le burn-out, une période un peu difficile où on lui a proposé un poste important à Chartres. Et ma mère me l'a rappelé, et elle m'a donné l'autorisation d'en parler un petit peu là ce soir. C'est vrai que c'était un moment difficile parce qu'il ne voulait pas reconnaître que c'était un boulot qui n'était pas fait pour lui, quoi. Et ça s'est très très mal passé. Heureusement, ma mère, un jour, l'a pris par la main, lui a dit de faire ses valises et l'a traîné de force. Parce que quoi? Parce qu'il était aspiré par son travail? Parce qu'il était aspiré dans la spirale, certainement, du burn-out.
Et alors, le petit mot d'espoir de l'histoire, c'est que quand il est rentré à Paris, il a fait quand même une dépression en disant « je suis minable ». Et en fait, 6 mois après, un ami à lui a proposé un autre poste à peu près dans la même boîte. Je ne citerai pas, et il a fini plus haut que s'il avait accepté ce poste. Vous voyez, comme quoi dans la vie... Il avait l'impression d'avoir failli, si je puis dire. Ah oui, c'est ça. oui, c'est ça. Il nous a inculqué ça aussi dans la famille. Heureusement, il faut savoir un peu lâcher prise. Je pense que ce soir, les gens qui sont autour enfin, qui sont ici vont en parler. Je crois qu'à un moment donné, comme disait la jeune femme, on est il était dans une spirale. C'est pas vraiment de la dépression, c'est une spirale je sais pas si c'est très français, mais le côté non, je dois y arriver, je dois y arriver. C'est ça. Et ça, c'est de la performance. C'est votre mère qui vous l'a rappelé, mais vous-même, vous l'aviez vu. Je me souvenais. Et en fait, c'est en faisant le téléfilm que je me suis rappelé l'affaire. Et je m'en ai parlé. Je me souviens que ma mère nous avait dit jamais je me suis disputé avec mon père, avec votre père comme ça. C'était vraiment, c'était plus le même homme. En fait, il y a aussi un petit côté que j'ai ressenti dans le film, c'est que d'un seul coup, on n'est plus soi-même. C'est-à-dire qu'on dans les scènes violentes. C'est pour ça, d'ailleurs, je demandais un petit peu de temps après avoir fait une scène avant d'en refaire une deuxième. Alors, on va revoir, si vous voulez bien, justement, la fameuse scène, la scène du début, qui est très violente. Vous nous direz un petit peu comment vous l'avez appréhendée, justement, cette scène-là, où vous faites physiquement mal et vous explosez. Et on a, j'imagine là, une manifestation, là, tout d'un coup, de ce que peut être le burn-out. Monsieur Dabler. Quand il y a quelque chose qui va pas, là? Tu sors maintenant! Non, je partirai pas. Je partirai pas. Je partirai pas. Je reste là. Vincent, arrête! Appelle les pompiers, vite. C'est très, très, très violent. Oui, très violent. je ne veux pas regarder. Vous avez du mal à le voir, vous oui. Mais ce qui est violent dans cette scène, c'est ce que disait la dame, c'est que même dans le jeu, donc j'imagine dans la vie, c'est pareil, c'est que c'est pas quelque chose qui est prévu. C'est-à-dire, il faut rentrer dans le truc. Si on lui parle un peu autrement, peut-être qu'il serait parti tranquillement. Puis d'un seul coup, ça. Et c'est ça qui fait Mais peur. tout est écrit précisément dans une scène comme celle-là, où on vous dit, oui. Après, il faut que l'acteur. Tu pètes un plomb et vas-y. Après, il y a des choses qu'on peut lâcher un petit peu, improviser, mais ouais, je me souviens, c'est pas anodin de faire ça, parce que je vous jure, c'est... Et au-delà de ce qui était de votre histoire personnelle, que vous nous racontiez avec votre moi, je l'ai père, pas vu, est-ce que vous êtes documenté sur le burn-out? Est-ce que vous êtes allé voir dans les hôpitaux comment ça se passait? Est-ce que vous avez rencontré des personnels soignants, des médecins? Avec le metteur en scène aussi, avec la productrice Elisabeth Arnac, qui a fait un travail extraordinaire. Ce qui, moi, me touche beaucoup là-dedans, c'est quand je pense à mon père ou aux gens, c'est que d'un seul coup, les gens qui sont bien habillés, avec une cravate et tout, d'un seul coup, ça devient des pauvres choses qui... J'ai lu que vous aviez tourné dans une ancienne clinique, que vous aviez tourné aussi avec des malades qui Alors ont... ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans la partie où le personnage est en hôpital psychiatrique. Parmi les figurants, en effet, il y a des malades qui souffrent de maladies de troubles légers, et qui font partie d'une troupe de théâtre qui s'appelle la troupe de Cristal, et qui ont participé au tournage. Mais ça, c'était plutôt le côté même sympa du film, parce qu'on s'est même attaché à ces gens-là. C'était le côté un petit peu plus apaisé, même si le personnage de Judith Chemla, qui joue la personne qui a des troubles psychiques un peu importants, est un personnage bien évidemment très émouvant. Là, c'était une période un petit peu plus d'apaisement pour mon jeu. Et qu'est-ce qu'on vous dit quand on dit un comique comme vous, qui part dans un rôle comme ça dramatique? On se dit, c'est la même chose, hein. Je veux dire, quand je fais Stéphanie de Monaco, c'est pas aussi grave, mais quand elle se trompe dans les questions, elle est malheureuse, et plus elle est malheureuse, et plus ça fait rire, hein, je peux vous dire. Et ben, c'est moins malheureuse pour elle qu'on peut l'être là en vous voyant. Oui, mais quelque part, c'est un petit peu le même travail de catastrophe intérieure, c'est-à-dire que dans le burn-out aussi, il y a un côté un petit peu qui fait de la peine, parce que la personne voit un gouffre devant elle, et alors que somme toute, c'est pas si grave que ça. C'est ça le vrai sujet. Jamais très loin du rire au drame ou du drame au rire. Oui, oui, c'est-à-dire que la personne est dans une solitude incroyable, et monsieur d'ailleurs a décidé de donner un petit peu de sens à sa vie. Je trouve que c'est très beau d'entendre ça sur ce plateau. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher prise, et comme disent les Américains, so what, c'est-à-dire à un moment donné, c'est même pas bien grave, tu fais pas bien ce truc-là, tu peux aller ailleurs. Et et s'alléger un peu de cette pression qu'on s'impose soi-même quelquefois. Mais ça, on en parle avec vous. Aude Sédy, votre histoire, racontez-nous un petit peu, parce que donc vous avez raconté votre histoire dans un livre, ça s'appelle « Quand le travail vous tue, histoire d'un burn-out et de sa guérison ».
pour bien comprendre votre histoire, j'ai l'impression qu'il faut revenir un petit peu en arrière, au tout début, quand vous décidez de faire un petit boulot d'étudiant, enfin, ou pour payer vos études, etc. Vous êtes dans une pizzeria ou dans quelque chose comme ça? Effectivement, j'ai eu un temps partiel quand j'étais plus jeune. Et c'est ce poste-là, en fait, qui fait que j'ai évolué, que je suis passée manager et que j'ai compris beaucoup de choses sur le terrain qui me faisait comprendre que j'avais envie d'évoluer vers les ressources humaines. Les ressources humaines, pour moi, effectivement, c'est un métier qui est dans l'attention des salariés, qui est là, effectivement, pour... C'est ce que vous avez vu dans votre pizzeria qui vous a dit, tiens, il faut que j'aille vers ce métier-là, parce que vous avez vu quoi? Vous étiez... Mais je n'étais que salariée à cette époque-là, à temps partiel, et je voyais des salariés qui étaient en colère ou qui étaient tristes en sortant de leur entretien annuel d'évaluation. Ça, c'est les entretiens qu'on a tous les ans pour avoir une augmentation, donc des notes que l'on reçoit, des évaluations qu'on ne comprend pas, parfois qui sont injustes. Je voyais des managers aussi qui étaient complètement désabusés puisqu'ils n'avaient pas de soutien, parce qu'ils étaient en surcharge de travail, parce qu'effectivement, ils se sentaient seuls. Je voyais des personnes... des petits chefs, j'ai vu des petits chefs. Exactement, aussi. C'est quoi des petits chefs dans le boulot? Des petits chefs, c'est des managers qui ne sont pas forcément préparés à ce métier-là et qui ont tendance à être durs, effectivement, à être difficiles, à penser qu'ils ont tout à fait raison, tout le temps raison. Alors que, par exemple, pour moi, aujourd'hui, en tant que RH, je dis que les cadres, ils ont le droit à l'erreur. Et ça, c'est des choses que les petits chefs ne pensent pas forcément. Ils n'ont pas forcément le recul. Donc, vous êtes dit, il y a beaucoup de souffrance dans cette pizzeria, cette chaîne de pizzeria, enfin, autour de moi, dans le travail. Oui, et vous êtes dit, bon, il faut que j'aille voir comment ça peut s'améliorer. Donc, allons vers les ressources humaines. Exactement. Vous faites des études pour aller dans cette branche-là. Oui. Vous dégotez un premier job chez un grand équipementier sportif, on ne va pas dire la marque. Non. Et là, qu'est-ce que vous découvrez alors? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de passer ce diplôme, j'ai eu environ 7 ans d'expérience en tant que manager. Donc j'ai vraiment travaillé dans l'encadrement et dans l'encadrement d'équipe. Et effectivement, un jour, on m'appelle pour le poste dont je rêvais. C'est-à-dire que moi qui avais décidé de me mettre au service des managers, eh bien, on m'appelle pour m'offrir ce poste-là. Et j'intègre cette société, donc avec tout l'enthousiasme et toute l'envie, toute l'ambition que j'avais, je me faisais de ce poste-là en me disant, voilà, j'ai envie de changer les choses, je vais faire en sorte que la confiance qu'on m'a accordée en m'embauchant, eh bien, je vais faire en sorte de faire du bon travail. Vous êtes pleine d'ambition. Je suis heureuse, je suis enthousiaste, je suis fière de rentrer dans cette société et j'ai qu'une envie, c'est de faire en sorte que ça se passe très très bien. Bon, ça va se passer très très mal. Pas au départ. Au départ, en fait, donc j'attaque cette société, j'ai un manager donc, qui est au-dessus de moi. Et il faut savoir que moi, mon poste était décentralisé. C'est-à-dire qu'en ressources humaines, dans mon équipe, moi, j'étais sur un magasin et l'ensemble de l'équipe était en banlieue. Donc déjà, il y a le côté isolement qui il y a ceux qui sont au siège, voilà, qui voient ça de loin, mais vous êtes au contact direct avec les gens qui travaillent. Exactement. Votre bureau est au-dessus. Exactement. Au-dessus du magasin, tout le monde est là. Et là, ça se passe quoi? Vous voyez, il y a de la souffrance aussi? Alors, j'ai beaucoup de tâches à mener. Donc voilà, j'ai un métier généraliste, donc j'avais plusieurs domaines. Et en plus, effectivement, j'étais disponible. C'est-à-dire que j'avais ma porte ouverte pour recevoir les salariés et recevoir les managers. Et effectivement... Tout le temps? De 8h à 21h, parce que j'avais tendance en plus... Parce que vous étiez de 8h à 21h au travail. Voilà, parce que sinon, par exemple, j'ai parlé du samedi. Le samedi, si je ne travaillais pas, ça veut dire que je ne voyais pas les salariés. Donc de moi-même, j'ai dû décider de venir une fois par mois pour être en contact avec eux, parce que sinon, ils étaient livrés à eux-mêmes. Bon, donc il se passe quoi? Vous en faites trop? J'en fais pas trop. Je fais mon travail, mais je suis débordée parce que j'ai trop de tâches à faire. Est-ce que c'est le poste qui est surdimensionné pour une personne seule, ou est-ce que c'est vous qui voulez en faire quelque chose d'incroyable par rapport à ce que vous pouvez faire vous-même? Non, c'est vraiment... Vous voulez trop bien faire. Trop bien faire, à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être ambitieux, on n'a pas le droit de vouloir être efficace, on n'a pas le droit de se dire, d'avoir peur du chômage, on n'a pas le droit d'avoir peur effectivement d'avoir un blâme, d'avoir des avertissements. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, qui veulent bien faire leur travail et le faire le mieux possible pour éviter ce genre de cas. Donc, parce que ces peurs-là, vous les aviez? Bien sûr que j'avais ces peurs-là. Vous aviez la peur d'échouer globalement et la peur du chômage. Et je vous ai parlé de l'entretien annuel, mais j'avais qu'une peur, moi, c'est qu'on me dise, ah bah, tu as mal fait ton travail, donc excuse-moi, tu vas avoir une note qui fait que tu n'auras pas d'augmentation.
Eh ben non, je suis désolée, moi on ne travaille pas pour la gloire, on travaille aussi parce qu'on nous impose des objectifs, et ces objectifs-là, alors peut-être qu'ils sont justement surdimensionnés, et dans ces cas-là, à qui la faute? Est-ce que c'est pas au manager? Est-ce que c'est la faute du salarié? C'est comme ça. Votre entretien annuel, ça a été cette violence-là. L'entretien annuel, pour moi, la violence que j'ai vécue, c'est que j'ai été évaluée par des personnes qui étaient loin, qui ne voyaient pas ce que je faisais. Donc effectivement, il y avait un décalage entre ce que moi je faisais dans mon métier, l'implication que j'avais, les résultats que je devais avoir. Je travaillais avec des... Et vous-même, vous leur avez dit, je peux plus, c'est trop, il y a trop de monde, l'amplitude horaire, j'ai alerté. J'y arrive pas. J'ai alerté dès le départ. J'ai commencé, au bout de 2 mois à peine, je me disais, il faut changer. Et on ne m'a pas écouté. Donc on ne vous écoute pas. Voilà. Vous dites à un moment, il y a mon corps lui-même qui se rebelle. Oui, parce que... face à ce que je lui impose. Parce que dès le départ, j'ai commencé à faire des nuits très courtes, voire des nuits blanches. Et effectivement, donc, du fait d'avoir plusieurs tâches à mener, il fallait que j'assure. Et du coup, effectivement, au bout de 6-7 mois à peine, j'ai commencé à avoir une névralgie cervico-brachiale. C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est-à-dire une irradiation de la nuque jusqu'au bras gauche. Si je résume, vous avez beaucoup de travail, vous voulez très bien faire, vous voulez être là pour tous les salariés du magasin, à n'importe quelle heure, etc., etc. Vous en ouvrez auprès des responsables qui vous disent tu t'organises mal, pour faire ça, c'est ta faute. Vous vous sentiez coupable de ça, de ne pas y arriver ou Oui, parce que le problème que nous avons dans la société dans laquelle on vit, qui est le culte de la performance, c'est de ne pas être performant. Donc effectivement, je me disais, et même d'ailleurs dans tous les signes annonciateurs que j'ai eus avant d'arriver au burn-out, c'est pour ça que je vous parle de déni, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est nous qui ne faisons pas les choses bien, qu'on n'arrive pas au résultat, que c'est nous qui n'en faisons pas assez. On n'est pas en train on n'accuse pas le travail, on s'accuse soi au départ. Comment ça se passe dans la vie privée alors? Dans la vie privée, ça c'est beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions parce que partir tôt, rentrer tard, des horaires à rallonge, la personne avec qui je vis qui ne comprenait pas, qui me demandait de démissionner, et moi s'il était hors de question, parce que c'était le poste dont, voilà, ça faisait 10 ans que j'en rêvais. Et c'est quoi, vous avez sacrifié votre couple au travail? Je ne l'ai pas sacrifié, parce que Dieu merci, on est encore ensemble. Ah bon? Mais non, même quand on est avec la personne avec qui on vit, on est en train, ce qu'on lui dit, c'est mais non, mais tu comprends pas, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie il faut que je mène cette tâche à la fin. Mais ça envahit. Mais ça envahit, bien sûr, ça envahit vos nuits, ça vous empêche de dormir. Alors ça m'empêche de dormir, et puis ça évolue effectivement avec des maux de ventre. Je commence effectivement à avoir des reflux gastro-œsophagiens. Ça évolue avec de la perte de concentration, de la perte de mémoire, et je suis allée juste au point d'une telle fatigue que je me rappelle très bien que vers la fin, juste avant de quitter l'entreprise et de vouloir faire ma tentative de suicide, moi je m'enferme dans mon bureau. Je ferme la porte à clé parce que j'avais plus l'énergie d'aller au-devant des salariés. J'en avais plus l'énergie. Et vous vous sentiez en danger, d'une certaine façon? Encore à ce moment-là, non. À ce moment-là, ça va venir après. Alors, je vais passer sur d'autres épisodes qui vont être aussi des grandes déceptions et des grandes désillusions, si j'ai bien compris. Puisque il y a un poste au-dessus de vous qui se libère. Vous dites, avec tout ce que j'ai fait, il est pour moi, ça ne va pas être pour vous. Vous allez quand même faire fonction d'eux. Vous allez participer à des conf calls, comme on dit, de toute la marque, etc. Et quand il va être question d'aller aux États-Unis pour une grande réunion des managers, vous ne serez pas conviés non plus. Tout à fait. Nouvelle désillusion. On vit ça, quoi, comme des injustices, comme des blessures. C'est clairement de la manque de reconnaissance. Et ça, de nombreux salariés le vivent. C'est le manque de reconnaissance par rapport à l'implication qu'on a. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à cause de son travail, on se regarde dans la glace et on décide d'en finir? La fatigue, le manque de discernement, l'accumulation effectivement des injustices, du manque de reconnaissance, de la surcharge de travail, pour moi de l'isolement et effectivement de se sentir sans soutien. Vraiment sans soutien. Il n'y a jamais un pas de côté, on ne se regarde pas et on se dit pas attends, arrête, tu déconnes, on relativise, comme disait Didier Bourdon. Relativiser quand on a la tête dans le guidon, un peu prise. Non, parce que j'ai envie de vous parler de l'urgence. Aujourd'hui, on est dans une société aussi, on est dans l'urgence. Il faut faire tout vite. On n'a pas le temps on n'a pas le temps. Souvent, il y a des tâches qu'il faut faire pour hier. Et effectivement, on n'a pas forcément le recul. Et justement,
le rôle de la personne qui doit faire ça, c'est le manager, qui doit regarder son salarié et se rendre compte qu'effectivement, elle va peut-être un peu trop loin. Et moi, j'avais pas ces personnes-là à côté de moi. Mettre fin à vos jours, c'était quoi? C'était une sorte de fuite, une mise en sécurité? Non, de vous-même? C'était en finir avec tout ça? C'était effectivement ne plus souffrir. C'était ne plus souffrir du tout. Quand j'ai décidé effectivement de... Donc à la fin, donc je parle dans le livre, effectivement, je décide de voir la direction des ressources humaines et je veux démissionner. Je veux partir. Je veux dire stop. Et à ce moment-là, on ne me reçoit même pas. On ne me reçoit même pas. Et ça a été le coup de trop. Parce que moi, ce jour-là, j'avais travaillé encore une fois sur un logiciel très important. Je demandais 5 minutes. 5 minutes pour pouvoir dire stop, je n'en peux plus. Vous trouvez qu'on vous a humilié? Oui, on m'a humilié. Dans le rapport au travail, au-delà de m'humilier, on ne m'a absolument pas considéré. Quelques mots quand même à y peser sur tout ce qu'on entend. Vous allez après nous raconter l'hôpital psychiatrique, etc. Mais tous ces mots qu'on entend, le déni, la volonté de bien faire, de trop bien faire, enfin, etc. Est-ce que là, on a, je dirais pas le tableau clinique, mais quasiment, de ce qui peut amener un salarié et un cadre? On a surtout une jeune femme ambitieuse qui veut bien travailler, qui est dédiée à son travail, comme tous les salariés qui ont envie d'être reconnus par leur travail, puis de se sentir utile au monde et dans la société, pour donner du sens à leur travail, justement. Et puis, on a une jeune femme qui se heurte à un management défaillant, incompréhensif, qui sème la solitude par la séparation dans l'espace, par le fait qu'elle n'a pas de soutien quand elle a besoin d'aide. On lui colle bien évidemment beaucoup de travail parce que cette surcharge de travail est réelle partout dans ce pays. C'est important. Vous êtes psychanalyste, clinicienne, expert judiciaire auprès des tribunaux et que vous avez créé en 97 la première consultation Travail et souffrance. Il y en a 40 aujourd'hui en France. Oui. On peut aller sur le site, je crois. Souffrance et travail et trouver la liste. Trouver des choses. Entre autres. Qu'est-ce qui lui a manqué à un moment donné pour la rattraper, si je puis dire? Non, à la fin, c'est trop tard. Et puis, je crois qu'elle a raison. Le fait qu'on ne la reçoive même pas, c'est le dernier appel. Et au fond, votre tentative de suicide, elle est un peu à classer dans ce qu'on appelle les suicides rouges. C'est-à-dire, je vais me tuer et puis après, il se passera des choses dans l'entreprise. Une sorte de suicide qui est censé provoquer quelque chose. Le changement que vous n'obtenez pas autrement. La circulation de la parole. Et malheureusement, tristement, et je crains que ce soit aussi l'histoire de votre papa, malheureusement, après, c'est encore plus de silence parce que tout le monde se tait par culpabilité. La direction ne veut rien en savoir. C'est quand même dramatique que dans ce pays, pour pouvoir évoquer la surcharge de travail, l'isolement, la mauvaise organisation du travail, on en soit rendu à faire une tentative de suicide. Et parce qu'on perçoit ça aussi comme une incompétence de soi-même. On n'est pas à la hauteur d'eux. L'être humain est ainsi fabriqué. Il y a une chose c'est juste parce qu'on arrive effectivement à une mésestime de soi. Effectivement, moi, j'ai vraiment basculé dans le fait de me regarder en me disant mais tu n'es pas capable. Rien. Mais je suis capable de rien. On ne t'a pas reconnu, on ne te voit pas. On te dit que tu n'es pas assez visible. Donc il faut en plus que je sois plus visible avec tout le travail que j'ai à faire. Donc effectivement, à un moment donné, on se dit mais à quoi je sers? Tout le travail que je fais, ça sert à rien. On ne me voit pas. Alors, après votre tentative de suicide, vous allez être prise en charge par les médecins, bien sûr, qui vont mettre un mot quand même sur ce dont vous souffrez, qui vont dire burn-out. Le 31 août 2011, j'ai pris le train pour aller au boulot. Je revenais d'un week-end entre filles et je prends le train et là je commence à pleurer. J'étais complètement déstabilisée. J'appelle ma sœur et je suis dans un tel état qu'elle me dit mais il faut absolument que tu ailles voir un médecin. Je lui dis non, je peux pas me mettre en arrêt maladie, il y a trop de travail, etc. Je peux pas. J'arrive à la gare et incapable de faire un pas. Incapable. Et j'ai un trou noir, effectivement, et je me retrouve dans le cabinet d'un médecin de ma ville. Vous n'avez pas de connaissance? Non, j'arrive pas à mettre un pas devant l'autre. Je regarde les gens passer, je sais plus où je suis, etc. Vous a emmené chez le médecin? Non, je me rappelle pas. Je me rappelle pas comment j'ai fait pour y aller. Non, mais c'est vrai, j'ai eu un trou noir. Et je me retrouve dans ce cabinet d'un médecin de ma ville qui me dit, vous faites un début de burn-out. Si vous ne vous arrêtez pas, dans 6 mois, vous ne tiendrez pas. Et effectivement, je me suis arrêtée juste 15 jours. J'ai pas voulu faire plus. Et 9 mois après, c'est là où j'ai fait ma tentative de suicide. Alors après, vous allez connaître l'hôpital psychiatrique qu'on vient de voir avec Didier Bourdon dans ce film. Vous alliez rester 2 mois, je crois. Au bout de 7-8 mois, j'ai vraiment pété les plombs. Effectivement. Je suis rentrée en hôpital psychiatrique et j'y suis restée 2 mois. Bon. Un mot quand même sur l'hôpital psychiatrique, puisqu'on le voit dans le film, dans cette fiction, on voit une sorte d'incompréhension d'ailleurs, presque,
de Didier Bourdon qui découvre un monde comme ça oui. qu'il ne soupçonnait pas. Hein. Oui, ça aussi, hein, ça fait partie du sujet du film, c'est d'un seul c'est coup, horrible. Vous l'avez vécu comment, vous, cette C'est horrible. confrontation-là C'est horrible. C'est encore plus horrible parce que, comme me dit Marie Peset, le tableau clinique, généralement, c'est des personnes enthousiastes, des personnes qui sont ambitieuses, qui ont envie de bien faire, etc. Donc pour moi, j'étais fière, enthousiaste, etc. avant de rentrer. Et du jour au lendemain, je me retrouve dans un endroit aseptisé, au milieu de personnes qui ont des pathologies différentes. Moi, j'étais en hôpital fermé au départ et ensuite j'étais dans un hôpital ouvert. Donc je me rappelle... Fermé, c'est-à-dire que vous ne sortez pas du tout, vous êtes à demeure à l'hôpital. Je fais des allers-retours dans un couloir. Avec des gens vraiment malades. Avec des gens vraiment malades. Et moi, effectivement, donc ils me regardent en me disant, mais comment est-ce que tu as pu en arriver là? Alors aujourd'hui, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Aujourd'hui, vous êtes justement, vous voulez aller vers l'alerte de ces maladies d'entreprise. Alors c'est pas compliqué. Mon objectif, c'est témoigner, alerter et soutenir. Parce que sur ces questions-là. Sur la question, effectivement, donc on dit risques de prévention, les risques psychosociaux. Donc effectivement, je veux aujourd'hui agir vraiment pour les salariés, les soutenir, et effectivement, former et aider les entreprises, effectivement, à prendre conscience, à se former, et d'ailleurs, parce que c'est une obligation de l'employeur. Encore un mot, l'hôpital psychiatrique, c'est un passage obligé Non, pas du tout. Dans ce genre de situation, pas du tout. Non, non, si dans l'entreprise, les moyens de prévention et de repérage sont bien mis en place, et surtout si les collègues, après tout, sont attentifs les uns aux autres. Tout à fait. Parce que c'est même dans le code, article 1 qui dit bien que chaque salarié est responsable de sa santé et de celle de ses collègues. Donc si on fait attention... On est censé faire attention à comment évolue un collègue et intervenir, le signaler, aller à ça. 41-22, c'est un article. Et il faut effectivement que chacun d'entre nous en prenne conscience, parce que c'est aussi comme ça qu'on pourra rompre la solitude et l'isolement au travail en étant plus solidaire. C'est vraiment un élément assez important, ça, c'est le nombre de gens qui apprennent par mail le fait qu'ils soient leur licenciement par mail. Il vaut mieux à la rigueur bien s'engueuler avec quelqu'un. Bien sûr. Moi, je tiens à dire une chose importante, c'est que le salarié français est 3e en productivité horaire au rang mondial, en 35 heures. C'est donc un salarié qui travaille beaucoup, de manière très intensive, qui justifie les pourcentages de burn-out que vous avez annoncés en début d'émission. Et contrairement à ce qu'on peut raconter dans le management français, que c'est un salarié sur lequel il faut mettre la pression à la rentrée de septembre, après ses vacances, pour qu'il fournisse davantage de travail, c'est un salarié investi, qui se donne corps et âme avec zèle, parce qu'il attend de la reconnaissance en retour. Les chiffres, oui. Justement, parce qu'on a fait les chiffres au début, et avant l'émission, vous m'avez repris, moi j'avais des chiffres, je croyais que 5 à 10% des salariés français étaient victimes de burn-out, vous m'avez dit, mais bien plus, 30%. Et les on parle de quoi? On parle des pathologies de surcharge, les troubles cognitifs, un tableau de burn-out. Je ne voudrais pas que cette émission se transforme en une substitution de l'ancien concept de harcèlement pour le concept de burn-out. Un mot qui expliquerait tout ce qui se passe dans le monde du travail. Le burn-out, c'est un tableau clinique très précis. Avant ça, et Aude l'a très bien expliqué, il y a une glissade terrible. Nous sommes tous la tête dans le guidon en surcharge de travail, avec des emplois du temps extensibles, avec des charges démultipliées, beaucoup de tâches à faire en même temps. Quand on est passionné par son travail, quand on fait le travail qu'on aime, quand on est reconnu par l'organisation du travail, la fatigue s'évanouit, les efforts, tout ça est rapatrié dans la construction de soi-même. Donc c'est la conjonction de plein de facteurs qui peuvent aboutir à ça, à cette détresse-là. L'absence de reconnaissance, donc de retour sur investissement, j'ai envie de dire, la solitude de l'organisation du travail et un management qui utilise des méthodes d'orfèvre, très pointues, mais qui sont des méthodes limite maltraitantes, qui ne sont en tout cas pas la récompense que vous attendiez pour tous les efforts que vous aviez fournis. Tout ça vous met sur un plateau qui se déséquilibre tout seul. Et il suffit souvent de cette scène que vous avez décrite, la scène où à la fin vous demandez de l'aide et on ne vous répond même pas. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être, comme vous par exemple, vous êtes dans la fiction, dans cette scène inaugurale qui est extraordinaire, qui est vraiment le type de crise psychique aiguë que nous rencontrons dans les consultations. Bon, et je reviens sur les chiffres pour être tout à fait clair. On dit 30%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ne sont pas au stade ultime du burn-out, j'imagine. Il y a des gens qui sont avant
en glissade, c'est le terme que vous employez? Ils sont en trouble cognitif, ils sont en fatigue. Il y a aussi le moment où ils posent le pied par terre et ils n'arrivent plus à avancer, ce que vous avez décrit il y a un an et que vous n'aviez pas entendu suffisamment bien. Il y a les pathologies du corps, parce qu'un burn-out, ça peut aussi se terminer en infarctus du myocarde, en accident vasculaire cérébral. Ça peut se terminer en passage à l'acte contre soi-même par une tentative de suicide. On appelle ça les maladies du stress aussi. Ça en fait partie. C'est le stress aigu. On est bien au-delà de la simple notion de stress. Vous êtes d'un cabinet technologique qui est spécialisé dans l'analyse justement de ce qui se passe bien ou mal dans l'entreprise. Vous vouliez compléter ce tableau clinique du burn-out, si je puis dire. Simplement, je voulais donner un chiffre important. En 2003, l'INSEE considérait qu'un tiers des cadres ou des encadrants travaillaient tard le soir et souvent la nuit. Nous avons fait une étude il n'y a pas très longtemps qui a eu beaucoup de succès sur l'impact du travail, de la toute-puissance du travail sur la vie privée. Et on a vu qu'en fait, à peu près un cadre sur deux travaillait le soir en rentrant chez lui et tard souvent la nuit. Donc on a en fait une émission du travail dans la vie privée du fait des nouvelles technologies. Alors ceci dit, on peut travailler beaucoup, on peut travailler avec passion et on peut être très heureux. Il faut faire attention. Je veux dire, le fait de travailler beaucoup, le fait de s'engager dans le travail peut être, comme le disait Madame tout à l'heure, un élément de réalisation personnelle et d'épanouissement. Il ne faut pas non plus voir dans le travail le seul côté maltraitant. Là, dans ce cas-là, ce qui se passe, comme le dit très bien Marie, il y a une situation où elle n'a pas de soutien, elle n'a pas de reconnaissance, et à partir du moment où il y a un décalage extrêmement important entre l'effort consenti, les efforts consentis et la reconnaissance obtenue, et là, effectivement, elle s'effondre. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas partout. Le travail est un élément extraordinaire de nos vies. C'est ce qui nous permet de nous construire au quotidien. On va y revenir sur le travail, ce que représente le travail dans nos vies. Et Dieu sait s'il est important pour beaucoup. Et Dieu sait si on investit énormément dans le travail. Donc là, vous avez un problème. D'ailleurs, vous dites que ce sont quasiment les gens qui s'investissent le plus, qui sont les plus susceptibles de faire des burn-out. Mais il n'y aurait pas de maladie du travail s'il n'y avait pas cette importance et cette centralité du travail. Mais tous les salariés français s'investissent. Il faut arrêter de penser que seuls certains cadres très zélés s'investissent. Le burn-out concerne aussi le salarié de base. Et sur la façon d'en sortir, vous dites, c'est pas forcément l'hôpital psychiatrique, il y a d'autres méthodes. Mais il y a d'autres méthodes. Ça se soigne, alors, on peut guérir. Le fait de faire des émissions comme la vôtre est extrêmement important parce que, par exemple, dans les consultations, nous voyons les burn-out beaucoup plus précocement qu'auparavant. J'en ai pas mal. Mais moi, je peux déceler mon voisin de bureau qui peut éventuellement être chancelant. Mais attendez, pas bien. pour diagnostiquer votre propre burn-out, vous pouvez faire le test de Maslar qu'on trouve sur Internet sans aucun problème. Vous l'avez sur le site Souffrance et Travail. C'est un questionnaire très simple qui vous permet de savoir où vous en êtes par rapport à votre investissement du travail, si cet investissement est excessif, pathologique ou pas. Et dans ce cas-là, on vous appelle si on sent que dans ce cas-là, on se met dans le rouge sans s'en rendre compte éventuellement. Il faut aller voir un clinicien spécialisé. Je pense que là-dessus, c'est que on a des risques de sombrer si on n'a pas un sommeil régulier, si on ne s'astreint pas à une vie sociale, vie familiale. Il faut poser des bornes au travail. Le travail, c'est très bien, mais effectivement... Alors, sur l'organisation, on va y revenir après, sur comment faire, effectivement, au sein de l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Mais je voudrais qu'on écoute Saskia Schoffel, parce que vous, on est sur ce témoignage de proche. Vous, c'est votre père qui est parti dans ce genre de spirale que vous avez vu sans le voir et qui, malheureusement, a fini par mettre fin à ses jours. Comment est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas chez votre père? Comme vous l'avez dit, c'est une glissade qui n'était pas forcément évidente au début. C'était plutôt des petites choses. Par exemple, le fait que moi, j'étudie à l'étranger, à Rotterdam. Et donc, il m'avait aidé à m'installer. Il avait pris 2 jours, alors qu'il devait prendre 20 jours de congé obligatoire. Mais il était directeur de la communication interne à la Poste. Exactement. Mais il était rédacteur en chef avant, donc sous-directeur. Et donc, il a cette nouvelle fonction en octobre. Classique, quand moi, la communication que j'avais avec eux, c'était Skype, les visioconférences, des choses comme ça, l'appel. Je leur dis, bon, quand est-ce que vous venez me voir un week-end? Mon père, je peux pas, j'ai pas le temps. Je suis trop fatiguée, je peux pas conduire en 2 jours. Ce que je comprends, à la limite, parce que c'est un petit bout de route, je lui dis, mais prends un vendredi, prends un lundi. Et toujours le même, et qui rejoint le j'ai pas le temps, tu comprends pas, c'est la phrase type, tu te rends pas compte. Exactement. Ce qu'il redisait à ma mère, ce qu'il redisait à moi,
tu te rends pas compte. Alors que vous êtes fille unique et vous avez Voilà. une relation très forte avec votre père. Très complice. Et vous ne comprenez pas qu'il ne veuille pas prendre un peu de temps pour venir vous voir à Rotterdam J'étais pas. ou un temps minimum. Il Je vient lui en 2 jours voulais et s'en pas va. du tout. Je me disais, d'accord, bon, c'est le travail. Et c'est vrai que ça n'avait pas amorcé dans mon cerveau. Il y a un danger. C'est vrai que là, je ne m'en rendais pas compte. C'est après, à Noël, quand je suis revenue, déjà 3 semaines à la maison, que je vois déjà un père un peu amaigri, plus faible dans le sens qu'il dormait. Il n'a pas pris de vacances non plus à Noël. Et le peu de temps que je passais avec lui, c'est au lieu d'aller faire une activité familiale ou quelque chose comme ça, c'était moi, il faut que je fasse la sieste. Alors que c'était quelqu'un de très sportif qui allait 2 fois par semaine faire du sport et avec qui je partageais plein de... C'est quelqu'un qui bosse tout le temps. Voilà, qui bosse Quand tout il le bosse temps. pas, Et quand il est effondré, il dort. Voilà. Et il n'a plus de temps à vous consacrer Voilà, à vous. exactement. C'est quelqu'un, vous le disiez aussi, qui était quand même très investi dans son travail avant, Il comme était journaliste au passionné, Figaro, voilà, puis ouais, après exactement. à la Poste. C'est quelqu'un de passionné dans son travail. Passionné, qui adorait son travail. Et Bon, mais qui il arrive à m'a- le faire de façon passionnée tout en ménageant du temps, et puis tout d'un coup, il ne peut plus. Voilà. Il ménage plus de temps. Il se laisse manger. Ouais. Et pour moi, c'est ce que je disais lors de ses funérailles. J'avais fait un petit discours et il ressortait comme le super papa, quoi. C'est un peu infantile peut-être, mais un Superman. Justement, il a toujours été présent. Il faisait plus que, je sais pas, c'était le père parfait pour moi. Enfin, vous dites dans votre Et- discours qu'il ne pouvait pas soulever les montagnes, mais il arrivait à vous sortir du Oui, ce non, qui mais était c'est vrai, quasiment la mais même c'est des performance. choses idiotes que j'y pense encore tous les jours parce qu'il était présent. Il faisait tellement, et il n'était pas que présent pour moi ou ma mère ou pour ses collègues, il était présent pour tout le monde, que ce soit le voisinage. On a aidé, je sais pas, je connais aucune personne qui puisse dire quelque chose de Vous vous mal. inquiétez? Est-ce que vous commencez à vous dire il y a un truc qui ne va pas ce travail, il me rabâche ces impératifs de boulot, c'est pas possible? Je commence à m'inquiéter quand on voit les signes physiologique apparaître en fait. C'est-à-dire, Moi, il maigrit. je retourne, voilà, il maigrit. Je retourne à Rotterdam quand même, enfin après Noël, pas trop inquiète non plus. Je laissais toujours quelqu'un d'enjoué. Il et maigrit 18 kilos, vous dites. Hein? Pas à ce moment-là, bien sûr. Non, ça, D'accord. c'était vraiment le jour de sa mort. Mais il était juste un peu fatigué. Et donc, on se dit, il faut le ménager, on va lui faire des petits plats, avec des choses, c'est anodin, on ne se rend toujours pas compte. Je retourne faire mes études, et là, je vois une dégringolade physique, en fait. Et c'est ce qu'elle explique. C'est d'abord quelque chose de physiologique, de physique. Vous étiez sur épuisant. Skype avec lui souvent, Voilà. vous le voyez. Et alors, il a fait un malaise sur le lieu de travail. Il s'évanouit le matin. Personne ne le prend en charge. On le renvoie en RER chez nous. Bon, d'accord. Avant ça, il faisait des infections à répétition. Donc moi, je le voyais, des otites, des choses, je ne sais pas comment on appelle une maladie à l'œil. Conjonctivite, exactement. Des douleurs musculaires. Et je voyais ça par Skype. Je me dis, ça va, il était malade. À chaque conversation qu'on avait, il y avait un nouveau trouble physique. Et pourtant, il ne se mettait pas en arrêt maladie, quoi. C'est souvent ça il y a souvent des troubles physiques, vous en parliez aussi, qui peuvent être annonciateurs de ça. Mais il y a toujours des signes physiques qui annoncent. Le corps, en fait, fait un rejet. Et vraiment, vous le sentez. Et elle le dit très justement, il y a les troubles du dos, il y a les maux de ventre, il y a les palpitations. Il y a tellement de choses qui annoncent effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il est quand même arrêté. Voilà. Il y a quand même En fait, un médecin qui c'est le voit et suite qui au- dit burn-out quand même. Suite au malaise, donc ma mère très inquiète appelle le SOS médecin, qui la prend à part et qui lui dit « Écoutez madame, je suis très inquiète de l'état de votre mari. Soit il a un cancer, soit il est en burn-out, mais il faut faire quelque chose très vite. » Donc là, il est mis en arrêt de travail avec burn-out écrit sur la feuille, la fiche d'arrêt de travail, d'arrêt maladie. Et mon père qui dit à ma mère, moi j'étais pas, on me l'a pas dit, c'est ma mère qui me le dit après, qui me dit, qui insiste pour qu'il envoie cette fiche d'arrêt maladie avec la notion de burn-out au médecin de travail, et qui dit à ma mère, si j'envoie ça, je signe la fin de ma carrière. Ouais, tout à fait. Donc là, Il a peur d'afficher une Voilà. faiblesse. d'une certaine façon. Et là, je me rends compte qu'en fait, il s'était tué littéralement au travail dans une angoisse perpétuelle de perdre son emploi, en fait. Ouais. Et donc, cette phrase, tu signes l'arrêt de ma carrière, veut tout dire. Et donc, c'est là, donc, il prend son arrêt maladie. Quelques semaines, il maigrit. Je suis toujours pas là. Je vois, Mais il maigrit. il travaille aussi. Mais il travaille. Non, ah oui. Il est en arrêt il est en maladie. arrêt maladie, mais il continue à recevoir. Votre mère a les- recensé tout ce qu'il continue à recevoir. Les C'était emails. en 3 semaines, 1500 messages, 110 appels téléphoniques, 53 SMS.
Le boulot ne lâche Ouais. pas. Et c'est ce que je voyais dans le film avec Didier Bourdon, vous avez accès au votre portable de nouveau. Et là, c'est une crise d'angoisse, parce que c'était ça tous les jours. Et c'était probablement ça le jour de sa mort aussi. On ne pouvait pas le lâcher. Et je pense qu'un burn-out, à partir du moment où on part en arrêt maladie, mais sans un sentiment de oui, je peux me permettre de me reposer sans avoir une angoisse de perdre mon travail, on ne peut pas guérir, je pense. En fait, il y a une réelle culpabilité, vraiment, dans le fait d'accepter un arrêt maladie. Et vraiment, cette peur, effectivement, donc, vous parlez très bien de l'arrêt de travail. On peut le raisonner, ou il peut être accessible à Non. une mise en garde. Non, Il est plus accessible au raisonnement. Non, là, c'est il n'y a fini. plus de discernement, plus de jugement. Je reviens un peu là-dessus. Je pense aussi que les technologies modernes sont un petit peu en cause là-dedans. Parce qu'on peut s'engueuler avec quelqu'un, et d'ailleurs, c'est parfois salutaire. Un mail, on peut pas. Et dans le film, en effet, quand il a tous ces trucs, tous ces mails qui arrivent comme ça, il y a une sorte de... Et d'ailleurs, il casse le téléphone, c'est plutôt salvateur dans le film. Et je pense que quand même, aujourd'hui, on est submergé, soi-disant, de communication, mais parfois l'essentiel n'est pas là. Et quand votre mère lui disait arrête, parce que j'imagine qu'elle lui disait laisse tomber, réponds pas. Elle voulait même, elle est partie en voyage d'affaires en Malaisie et elle voulait elle se faire une semaine. Elle dit viens avec le mari de ma boss, il vient aussi. Vous pouvez vous reposer pendant 2 semaines, ça va te faire un grand bien. Et là, toujours tu te rends pas compte, je peux pas. Et on se sent impuissant devant quelqu'un qui veut pas écouter. Et c'est dans le dernier mois c'est seulement le dernier mois où j'ai vraiment ressenti une fatigue intellectuelle et psychique. Parce que je l'appelais et c'était quelqu'un de très vif, très drôle. On était très complices, on se moquait de l'un de l'autre. C'était du tac au tac et il était absent. Vous dites même sa voix. Sa voix, c'est quand je suis revenue à Paris, sa voix ne montait plus. C'était plat. C'était comme s'il se mettait dans un coin, qui se cachait. Et je reconnaissais pas mon père. Je reconnaissais pas mon père. Il était hypersensible jusqu'au 25 février. 25 février, qui est la date de sa mort, où il choisit de se pendre. Voilà. 8 mois plus tard, je ne sais pas quel recul vous avez sur ce drame qui était celui de votre père. J'ai eu la chance d'être très bien accompagnée quand même après son décès. C'est-à-dire qu'on avait... j'ai eu la psychiatre de la police qui a été mise à disposition pour ma mère et moi, qui m'a très bien expliqué déjà, qui m'a... De la police Oui. Bah oui, parce que vous savez, dans le suicide, il y a une enquête qui est directement mise en cours. Donc c'est la police qui est venue nous aider. Et donc il y a une cellule de crise où ils reçoivent les familles, et qui a fait déjà un travail si vous voulez, le premier sentiment que j'ai eu, c'était de l'incompréhension. Et presque comment il a pu faire ça? Comment tu as pu nous faire ça? Et en fait, au fil des mois, avec l'aide d'une psychiatre et de tout ce qu'on apprend sur le burn-out, du combat de ma mère par rapport à ça, le sentiment d'incompréhension laisse place à un sentiment d'injustice et de choc par rapport à ce traitement, quoi. Et aujourd'hui, vous en voulez à quelqu'un, à une institution, à une entreprise J'en veux à un système qui n'avait pas su prendre en charge mon père au moment où il fallait, en fait. Maître Tessonnière, vous êtes l'avocat. Oui. Vous dites qu'il faut que ça soit reconnu comme une maladie du travail, comme un accident du travail. Oui, techniquement comme un accident du travail. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Pas encore. Mais ce qui est impressionnant dans ce que vient d'expliquer Saskia, c'est que on s'aperçoit que les techniques traditionnelles de protection, l'arrêt de travail par exemple, sont impuissantes à endiguer la situation de burn-out. Malgré l'arrêt de travail, il va recevoir une quantité impressionnante l'entreprise le poursuit de mails et de messages, et on va en réalité continuer, et son état va continuer à se dégrader malgré l'arrêt de travail. Et là, on voit que des limites ont été dépassées. Le Code du travail, qu'on évoquait tout à l'heure, prévoit que l'employeur doit veiller à la santé physique et mentale du salarié. Doit veiller à la santé physique et mentale du salarié. Et pas seulement, je dirais, respecter un arrêt de travail, mais se montrer proactif par rapport à une intervention qui permettrait de sauvegarder la santé du salarié. Et manifestement, c'est le contraire qui s'est produit, puisqu'on a continué à lui adresser une avalanche de messages auxquels il devait répondre, en aggravant ainsi la situation qui était la sienne. Donc vous dites quoi? Qu'il faut aller dans une recherche de responsabilité? Qu'est-ce que ça changerait au cas de Saskia et de sa mère
que la mort de son père ou de son époux soit reconnue comme un accident du travail? L'enjeu juridique est considérable dans ces dossiers de suicide. Les suicides sont pour les familles dans lesquelles ces suicides se produisent, sont une sorte d'agression absolument insupportable. L'attribution de la responsabilité, la recherche de la responsabilité est essentielle si l'on veut sortir de la situation dans laquelle le suicide a mis les familles. Il faut déculpabiliser, il me semble, les familles dans lesquelles les suicides interviennent, lorsqu'ils interviennent, bien entendu, dans les circonstances qui ont été évoquées. Elle s'étend à toute la famille. C'est d'abord la personne elle-même qui en est victime et ensuite tout son entourage qui se sent coupable d'eux. C'est destructeur, bien entendu, c'est destructeur pour l'entourage. Et il est absolument essentiel, d'abord en termes de santé publique. Il faut et si on veut éviter que de tels drames se renouvellent, il faut bien entendu pouvoir attribuer la responsabilité à celui qui est l'auteur ou qui n'a pas mis en œuvre les obligations qui étaient les siennes. Seul, c'est un poids que vous assumez seul, cette histoire? Oui. Plus maintenant, c'est vrai que même si on n'a pas encore déclaré le burn-out comme une maladie du travail, il y a quand même, après, on a recueilli des dizaines de témoignages. Je suis ici sur le plateau, j'entends le témoignage d'Aude et il y a déjà un poids qui s'en va. Enfin, pour moi, la culpabilité, c'est la leur. Ensuite, on se ronge en se disant mais comment j'ai pas pu l'arrêter, c'est ça. Je veux dire, moi j'étais loin, mais vous imaginez ma mère qui se couchait, qui se réveillait à ses côtés tous les jours et qui n'a pas pu empêcher ça. Enfin, c'est fou. Elle n'a pas réussi. Et c'est des petites choses, mais c'est horrible. Mais c'est impossible, c'est de l'entourage. Hein? Donc vous dites ça, l'enjeu il est là, il n'est pas seulement juridique si je puis dire, c'est aussi... Non, c'est un enjeu symbolique essentiel, je crois qu'il est tout à fait important que le responsable soit désigné, qu'à partir de là on puisse tirer les conséquences, les conclusions de ce qui s'est passé et qu'on veille à ce que ce type d'événement ne se produise plus. Je rappelle quand même, là nous parlons de la Poste, donc tout le monde connaît les exemples de Renault, de France Télécom. On va en parler tout à l'heure. Hein. Oui, voilà, mais on a affaire à des entreprises dans lesquelles ce type de catastrophe correspond à des phénomènes de masse. Et donc, il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on produit autant de suicides dans un certain nombre d'organisations d'entreprises. De phénomènes de masse. Bien sûr, il y a eu 112 suicides de médecins généralistes depuis le début de l'année. C'est terrible de le dire, mais c'est une spécificité française. Cette manière de sortir d'une situation d'impasse en décidant de mourir. Vous parliez de suicide rouge tout à l'heure, oui. Vous parlez aussi de suicide blanc. Les suicides blancs, je crains, mais de l'extérieur, ce que je dis ne vaut rien. C'est juste ce qui m'est passé par la tête en vous écoutant. Certains des salariés qui viennent nous voir nous disent « je voudrais dormir ». Vous me donnez des somnifères, des antidépresseurs, je ne dors pas. Je voudrais arriver à dormir, donc je vais me tuer pour dormir. Je ne vais pas me tuer parce que je n'aime plus la vie. Ouais, je vais me tuer parce que je veux me reposer. Je souffre trop. Et que je ne vois pas d'autre solution pour arriver à dormir. C'est dit comme ça. C'est dit aussi clairement que ça. Oui, bien sûr. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des entreprises pour essayer de comprendre justement à quel point l'organisation de l'entreprise peut être à l'origine de ces suicides et de ces souffrances au travail. Je vous propose de voir un petit reportage parce qu'on est allé voir un petit peu ce qui se passe dans les autres pays européens et notamment en Angleterre, puisqu'il se trouve, allez savoir pourquoi, est-ce que c'est le Blitz, est-ce que c'est le sang-froid britannique, on ne sait pas, mais il se trouve que là-bas, il semble que les Anglais résistent mieux à ce burn-out. Alors on regarde ce petit sujet et on en parle tout de suite avec vous. Difficile à croire. C'est au pays du capitalisme triomphant, des traders et des grandes banques de la City que l'on trouve les salariés les moins stressés d'Europe. Les passants dans les rues de Londres en sont les premiers surpris. Ça m'étonnerait. Les Anglais ont un sens de l'humour développé qui nous permet sans doute de relativiser. Mais l'humour n'explique pas tout. Depuis quelques années, la plupart des grandes entreprises anglaises ont fait de la gestion du stress une de leurs priorités. C'est le cas ici, chez PricewaterhouseCoopers, le premier cabinet d'audit au monde. Dans cette multinationale ultra compétitive, il y a plusieurs ateliers pour prévenir le stress.
Leslie Davis a suivi l'un d'entre eux, Desk Survival, comprenait survie au bureau, tout un programme. Un des exercices, par exemple, c'est quand on a une deadline ou trop de travail, on fait une pause, on fait un tour, on prend du recul. Ça prend 2-3 minutes, ça n'enlève pas la pression, mais ça permet de mieux la contrôler. Mais quel est le bénéfice pour la direction ? D'abord, il existe un cadre légal très strict avec des sanctions et des procès à la clé pour les managers négligents. Mais l'entreprise y trouve aussi son compte. On voit un lien très clair entre le bien-être de nos employés, le fait qu'ils se sentent bien au travail et leur productivité. C'est évident. Cela fait partie de ce qu'on appelle leur engagement dans l'entreprise. Comme plusieurs entreprises, Price a mis en place pour ses salariés une ligne de téléphone d'assistance psychologique. Si nécessaire, 5 ou 6 séances chez un psychologue sont offertes par l'employeur. Les employés peuvent parler de toutes sortes de problèmes sans craindre que leur manager soit informé. Nous, de notre côté, nous livrons des statistiques aux entreprises, combien d'heures, combien de gens consultent, ce qui permet de mesurer le niveau de stress. La récession a-t-elle changé la donne ? Avec un chômage qui est passé de 5 à plus de 7%, les Anglais risquent de devenir plus stressés. C'est une tendance inquiétante. Mais avec un système d'alerte comme celui qui est mis en place dans les entreprises anglaises, ça permet de dire attention, la température monte. Voilà pour ce petit reportage. Et pendant le reportage, Jean-Christophe Sibéras nous a rejoint. Merci d'être là. Alors, un petit mot quand même. Saskia, sur ce sujet, on voit que les Anglais s'en sortent bien, entre guillemets. Votre mère est néerlandaise et aux Pays-Bas aussi. Beaucoup mieux, oui. Voilà, et en fait, c'est assez affreux parce qu'on vit avec cette idée que si la même chose est arrivée à mon père dans les Pays-Bas, il ne serait pas mort. Vous pensez ça, je pense ça, sincèrement. Alors, on remercie Didier Bourdon qui nous a quittés donc, pour laisser la place à vous, Jean-Christophe Sibéras. Alors, vous étiez DRH sur le site de Renault. D'abord, usine à Rueil, je crois, et puis après Renault, le Technocentre, là où s'est produit cette série noire, si je puis dire. C'est d'abord 3 suicides, je crois, qui ont eu lieu coup sur coup, et on vous a appelé au secours. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous arrivez dans ce Technocentre? Qu'est-ce que vous constatez, vous, DRH, quand vous faites l'analyse des raisons qui ont pu amener à ces suicides-là? Ce qu'on constate pour commencer, c'est que effectivement 3 suicides en très peu de temps, même dans un univers immense comme le Technocentre où il y a plus de 10 000 personnes, c'est un choc social. C'est-à-dire le collectif de travail, il est frappé. Et puis quand on arrive et qu'on est DRH et on est mis là pour aussi remettre de la sérénité, finalement ce qu'on se dit, il y en a eu 3, il va y en avoir d'autres. Pourquoi forcément d'autres suicides? Si vous voulez, l'important c'est qu'il y a un moment donné, dans cette affaire qui avait beaucoup ému, il y a eu un moment où l'entreprise s'est dit qu'est-ce qui se passe. On essaye d'analyser et au fond on avait beaucoup d'éléments, mais on se l'est pas. On parlait d'une pression très forte, d'objectifs assez ambitieux annoncés par le PDG de Renault à l'époque, enfin etc. Il y avait de la pression sur ce Technocentre. Il fallait sortir plus de voitures, plus de modèles. Bien sûr, parce qu'effectivement, quand vous êtes une entreprise automobile, quelle que soit l'entreprise, ce que vous voulez, c'est être toujours là, c'est grandir, c'est se développer. Or, il y a des concurrents qui vous taillent des croupières à longueur d'année. D'accord, mais quand donc ça, on le voit. Ces consignes-là, cette pression qu'on met dans le travail. Tout à fait. D'abord, il faut distinguer. Il y a des choses qui sont liées à l'environnement. Je veux dire, la concurrence entre automobiles, qu'est-ce que vous voulez y faire? Les clients, ils choisissent les voitures, ils choisissent pas toujours les vôtres. Bon. Ensuite, vous vous dites, voilà. Ensuite, vous vous dites, finalement, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui a changé? D'abord, on s'est rendu compte que le travail s'était complexifié. Deuxièmement, il y a eu aussi le sentiment qu'avec la globalisation, nos collaborateurs, au fond, c'était aussi plus compliqué. Il fallait qu'ils parlent sans arrêt à des gens à l'autre bout du monde. Les horaires, les fuseaux horaires, quand vous avez le Japon le matin, les États-Unis ou l'Amérique du Sud l'après-midi, vous avez des fuseaux horaires qui font que votre plage de travail a tendance à s'écarter. Vous avez aussi la langue. On avait mis le point sur un aspect très important, c'est que de plus en plus, vous devez parler en anglais, même si vous n'êtes pas un cadre, vous êtes un employé, un technicien, mais pour parler avec vos collègues ou avec des clients ou avec des fournisseurs qui se retrouvent eux aussi pas toujours en France. Les fournisseurs sont bien souvent à l'étranger. Or, le niveau de langue... Est-ce que ça se résume à un terme général qui est de dire qu'il y avait une pression qui était devenue trop forte sur l'entreprise? J'ai lu ça, que certains cadres se faisaient lacérer au cutter leur veste sur leur siège quand ils allaient faire leur pause déjeuner. Il y avait des salariés qui lacéraient leur veste. Chez Renault, au Technocentre. C'est ça? C'est vrai?
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. En fait, chaque affaire, c'est vrai qu'il y avait un des salariés. Alors effectivement, mon souvenir, hein, ça commence à faire quelques années. Il y avait des salariés, très honnêtement, qui étaient pris en grippe par ses collègues de travail. C'est-à-dire, il y avait un problème de fonctionnement de l'équipe. Et il était même affublé d'un nom extrêmement désagréable, je ne me souviens plus. Et il était très isolé dans son travail. Vous l'avez dit, l'isolement dans le travail, ça existe. Et ça, c'est l'affaire du groupe et de l'équipe. Or, l'équipe l'avait mis de côté. Bon, c'était quelqu'un qui était seul dans sa vie privée. Il vivait seul. Hein. Il vivait seul au travail, donc effectivement, il était très seul. Bon, et ça, c'est des choses, effectivement, sur lesquelles l'entreprise peut faire quelque chose. Là, il y avait une violence qui s'exerçait contre lui, il était devenu la tête de turc de son atelier, voilà. Je ne sais pas. Bon, voilà. C'est un cas particulier, vous me direz. C'est un cas particulier, je ne sais pas. Tout à l'heure, on a dit, attention, les relations entre les collègues de travail, c'est clé. Je veux dire, pourquoi les gens viennent au boulot le matin? Pourquoi ils sont souvent ils sont contents? Ce n'est pas forcément pour remplir des objectifs financiers, etc. C'est l'ambiance de travail, c'est la relation. Donc, l'équipe, les collègues, le café le matin, etc., c'est ça aussi qui fait. Si vous êtes de côté et que vous voyez les autres tous ensemble, c'est comme à l'école, quand on est mis de côté, c'est difficile à vivre. Revenons à votre diagnostic à vous. Vous arrivez dans ce technocentre, vous êtes DRH, vous êtes là pour essayer d'éteindre l'incendie, si je puis dire. Vous faites quoi? Vous dites quoi? Vous convenez de quoi avec la direction? Alors, la première chose, une des premières choses qu'on a fait, on a resserré les horaires de travail. En fait, il y avait des plages d'ouverture du technocentre où, en fait, on pouvait arriver à 5h, 5h30 du matin et sortir à 22h, 22h30. Bon, c'est des plages extrêmement larges. On l'a dit, il y a des raisons de fuseau horaire, etc. Mais finalement, le risque, c'est qu'il y ait des collaborateurs qui restent très longtemps travailler. Bon, même s'il y a des horaires ou des durées du travail. On travaille moins longtemps. Voilà, première chose, 7h, 20h. On parlait tout à l'heure avec Didier Bourdon, le téléphone, les mails, tout ça. 7h du matin, 20h30, tout le monde dehors. Le premier jour, moi je suis allé voir à 7h, il y avait plein de collaborateurs qui attendaient que la porte s'ouvre. Donc on a dit, il faut changer nos habitudes, il faut changer les plages, et ça c'est la maîtrise de l'entreprise, c'est quelque chose qui est facile à faire, parce qu'il y a des choses difficiles à changer, mais ça c'est une chose qui est facile à faire, c'est effectivement la maîtrise des horaires de travail. Bon, là-dessus, on a fait autre chose. Oui. On a fait d'autres choses, oui. Quand même. On s'est dit, il y avait un problème de la charge de travail. La charge, elle arrive d'où? Bon, elle arrive des commerciaux qui disent, attention, les clients en Arabie Saoudite, en Inde, ils veulent tel type de voiture. Donc les gens au technocentre, ils prennent de la charge parce qu'il faut adapter la voiture, il faut la faire en fonction des besoins des clients. Bon, on a dit à l'époque, on va mettre ce qu'on appelait des adjoints de charge ressources, donc c'est des types très très importants dans l'organisation, qui maîtrisaient ce qu'on appelle les entrées de charge, parce qu'il y a un moment donné, c'était plus contrôlé. On dit, bah non, ça, on le fait pas. On dit c'est non. Ce que vous demandez là, on peut pas le faire, voilà. On le fait pas. Mais on peut dire non dans l'entreprise. Voilà. On peut dire non, mais par contre, c'est difficile de dire non selon le poste où vous êtes. Il y a des collaborateurs, c'est pas facile pour eux de dire non. Donc on a mis des cadres supérieurs, mais vous avez adjoints charge ressources, cette possibilité dans l'entreprise de absolument dire non. De dire non, on ne fera pas. Peut-être qu'on vendra moins de voitures à tel endroit, mais il y a un moment où il faut qu'on soit capable de maîtriser la charge de travail. Petit expert, Jean-Claude Delgemme, parce que c'est vous qui avez été technologien. Vous avez été. On a travaillé 5 ans ensemble. Voilà, vous avez bossé ensemble. Vous avez été appelé au secours par l'entreprise. Vous êtes d'accord avec ce constat en arrivant? Vous avez constaté quoi, vous? Je veux dire que peut-être il faut resituer la crise à l'époque. La première chose qu'il a fallu faire, c'est donner la parole aux salariés. Ça, je crois que c'est très important. On a questionné les 10 à 12 000 personnes sur le technocentre en leur donnant la parole à travers à la fois un questionnaire qu'on avait co-construit et y compris avec des entretiens qualitatifs. Ce qui nous a permis de faire un diagnostic partagé avec les organismes syndicaux, les représentants du personnel, la médecine du travail, l'encadrement, et ce qui a permis, comme l'a expliqué M. Sibéras, de qualifier un certain nombre d'actions à mettre en œuvre, qui ont été mises en œuvre, renforcer la convivialité, revoir l'organisation matricielle du travail, éviter les sollicitations démesurées, faire en sorte, y compris, je pense qu'il y avait un problème qui n'a pas été dit, mais qui était très important à l'époque, c'était que les cadres supérieurs, les cadres, je dirais, du technocentre, c'est le temple de l'automobile. Hein. Mais ces cadres avaient une autonomie de décision, une latitude décisionnelle très faible. En fait, si on la comparait... Ils étaient trop corsetés. Ils devaient obéir à un certain nombre de procédures très précises. Et ça, c'était quelque part très difficile pour eux à supporter, ayant par ailleurs une charge de travail quand même considérable. Et donc, dans le travail qui a été mené, on a fait le bilan 3 ans après du plan d'action. On a vu que le fait de redonner de l'autonomie, redonner du contrôle sur le travail a permis de limiter quelque part
les tensions au travail. Hein, les tensions au travail. En général, les gens aiment leur Donc travail. ça, c'est ce qui était la grande enquête que vous menez. Je ne sais pas si on apprécie qu'il y ait une grande enquête menée dans sa propre entreprise pour voir ce qui se passe. Si, très bien. Ah ben attendez, le Technologia avait été nommé par le CHSCT, donc c'est un expert qui était nommé en fait par les organisations syndicales. Mais il se trouve que Technologia, évidemment, il est venu voir l'entreprise en disant on va faire une enquête, vous allez nous aider, parce que les moyens, les outils, les intranets. Donc nous, on a effectivement été, on a joué sur l'enquête parce que on a 30 minutes d'enquête, plus de 100 questions, et au fond, près de 80% de réponses. Donc de toute façon, avec le choc social qu'il y avait au Technocentre, c'était normal, et on avait un très fort taux de participation qui illustrait bien le choc. Est-ce qu'on met en cause parce que vous avez listé pas mal de choses qui sont remontées de ces questionnaires d'ailleurs. Parce que tout à fait. Une des premières choses qu'on a triviaux écrivaient les gens. Qu'est-ce qu'ils disaient de concret comme ça? Il y avait beaucoup de choses qui remontaient, mais une des premières choses qui était demandée, c'était de pouvoir discuter le travail, de mettre en discussion le travail. Ce qui a été fait d'ailleurs, puisqu'il y a eu ce qu'on a appelé la journée de l'équipe, que nous avions proposé, et qui a permis effectivement d'arrêter de travailler comme on travaillait auparavant, et de discuter sur les problèmes rencontrés par les salariés eux-mêmes au sein de leur équipe. Alors bon, on a un peu habillé ça en termes, enfin, ça a été un peu habillé en termes de com, mais c'était ça l'idée, c'était que chacun puisse faire état des difficultés qu'il rencontrait au travail. Et ça a été quand même une première avancée. Seconde avancée, il y a eu, si vous voulez, déjà une prise de conscience au niveau du management, favoriser la reconnaissance. On a vu combien la reconnaissance par Aude, Askia était importante, faire en sorte que les gens puissent parler, être reconnus, respectés, qu'ils puissent faire entendre un autre point de vue sans pour autant être rabroués. En France, on a quand même un management un peu parfois autoritaire. Et donc, le management lui-même, est-ce qu'il était remis en cause ? Oui, puisque l'arrivée de Jean-Christophe Sibéras et de Bernard Olivier a coïncidé avec le départ de l'ancienne direction de Renault qui, quelque part, avait été un peu... je dirais, qui n'avait pas été à la hauteur, il faut dire les choses comme elles étaient, sur le centre. Puisque, par exemple, 6 mois après les premiers drames, les familles n'avaient toujours pas été reçues. Et donc, la nouvelle équipe qui est arrivée, a pris les choses en main, et il y a eu un très gros travail de fait. C'est là où on voit toute la force d'une structure comme Renault. Renault a une culture de prévention et a mis en place un certain nombre de choses. Alors maintenant, la prévention, c'est au quotidien, il faut poursuivre, il faut continuer. Il y avait ces drames, et que 6 mois après certains de ces drames, les familles n'avaient toujours pas été reçues par l'ancienne direction. La hiérarchie. Vous êtes avocat aussi des familles de Renault. Oui. Pour compléter l'information qui a été donnée tout à l'heure, je connais bien l'histoire des 3 suicides dont vous avez parlé, et en particulier celle de la personne dont vous dites qu'elle était isolée. Je crois que pour que l'information soit complète, il faut dire que la Cour d'appel de Versailles a reconnu à chaque fois la faute inexcusable de Renault à l'origine de ces suicides, et que, en ce qui concerne le cas que vous évoquiez, Renault s'est acharné en faisant un pourvoi en cassation, et la semaine dernière, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que, effectivement, il y avait faute inexcusable de la part de Renault. Donc, sur le plan des responsabilités, sur cette période-là, je crois qu'elles sont claires. Bon, c'est pas aussi gentil que ce que vous nous racontiez quand même. Il y a une façon de ne pas vouloir reconnaître sa responsabilité qui existe chez Renault, en l'occurrence. Là, c'est battu devant les tribunaux pour essayer d'échapper à sa responsabilité. Ce qu'il faut voir, c'est que d'abord, il y a eu des contentieux effectivement qui ont été menés à l'initiative des familles, et c'est tout à fait leur droit. Effectivement, c'est aussi le droit dans un pays, pour une entreprise, de faire valoir un certain nombre d'arguments, parce qu'effectivement, si c'était si facile que ça de prévenir et d'éviter des suicides, ça se saurait. Et on serait peut-être pas là ce soir est-ce que ça veut dire pour en que dans parler. L'esprit de l'entreprise, il y a une responsabilité aussi des salariés eux-mêmes? Des salariés eux-mêmes? Non, oui. Attendez. Non, pas du tout. Non, les salariés, ils ont leur propre vie, etc. L'entreprise, de toute façon, à partir du moment où vous acceptez que des personnes rentrent dans votre entreprise, s'ils vont pas bien pour des raisons qui sont externes, ils sont dans l'entreprise. Donc, de toute façon, il faut s'en occuper. Et ils sont au travail, c'est notre responsabilité. Et je crois qu'on n'a pas attendu des années ou des arrêts de Cour de cassation, c'est ce qui a été expliqué d'ailleurs, puisqu'on s'est mis au travail tout de suite. Alors, effectivement, il y a une nouvelle équipe, on a fait un plan très ambitieux. Franchement, la direction générale de Renault, elle nous a aidés, elle nous a dit allez-y, foncez, etc. On a fait beaucoup de choses. Moi, je voudrais vraiment insister sur le fait que ça a marché. Ça a marché parce qu'il y avait une volonté à la direction générale de l'entreprise. Il y avait effectivement, on a mis des nouvelles équipes, etc. Il y a eu la parole des salariés qui a donné une masse, M. Delgen l'a dit, d'informations, parce que du coup, ça permet de cibler où étaient les problèmes. Et puis,
Et puis, on a beaucoup travaillé, ça a été expliqué, sur les rapports entre les collègues. Franchement, on a arrêté le technocentre une journée complète. Les gens se sont réunis entre eux, entre équipes. Ils essaient d'analyser finalement qu'est-ce qui va pas. Et franchement, quand on se demandait si ça allait marcher, ça veut dire, est-ce que les collègues, on leur dit vous arrêtez le travail, vous causez entre vous, la direction... Bon, finalement, ça a été un grand succès, enfin on l'a su tout de suite. Et je crois qu'effectivement, il y a plein de choses très concrètes qui sont mises en place derrière. Je dis pas que l'entreprise, forcément, est une entreprise totalement différente. Une entreprise, vous vous rendez compte, il y a 130 000 personnes. Elle a particulièrement bien réagi. On a travaillé. Libérer la parole au sein même de l'entreprise, écouter ce qui se disait, écouter. Il y a eu des crèches de créer, par exemple. Les femmes réclamaient des crèches. Il y a eu 2 crèches de créer au Technocentre. C'est quand même très intéressant. Enfin, ce qui est quand même terrible, c'est qu'il ait fallu des suicides de salariés pour arriver à ça. Vraiment, moi, je suis vraiment choquée d'entendre que dans des grandes entreprises comme ça, c'est des solutions très simples dès le départ qu'on ne met pas en place. Et après, effectivement, même pas, parce que je pense que Renault est une entreprise qui avait les moyens, qui les a toujours, et vous aviez donc des médecins du travail, des ergonomes, un observatoire du stress, c'est-à-dire que tous les acteurs internes de l'entreprise qui sont là pour prendre en charge, entre autres risques, les risques psychosociaux, et d'ailleurs le jugement qui est publiable, qui est en ligne sur le site, est intéressant à ce titre-là, parce que ce que dit la magistrate qui a rendu son jugement dans une des affaires, c'est que ce qui manquait, c'était la coopération entre tous ces acteurs de repérage et de prise en charge. C'est là où on voit à quel point la vie collective dans une entreprise ne se prescrit pas. Vous avez l'impression qu'on a tiré les enseignements de cette crise? En tout cas, la magistrate qui a condamné Renault pour un des suicides a bien analysé la situation. Il ne suffit pas de mettre en place des moyens, beaucoup d'argent, beaucoup d'intervenants. Il faut organiser la coopération entre ces acteurs. Si on veut qu'il y ait une bonne prévention sur le burn-out, par exemple, il faut que tous les acteurs qui sont mis en place sachent travailler ensemble, sachent coopérer, et que quand ils alertent, il y ait un retour de la hiérarchie. Un mot avec vous, puis Saskia, peut-être une réaction à ce qu'il dit là sur la responsabilité et l'attitude de l'entreprise. Je voudrais juste rebondir sur le fait que il est extrêmement important que cela vienne d'en haut, du haut de la pyramide, qu'il y ait une prise de conscience du haut de la pyramide vers le bas de l'organigramme. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de formations données aux salariés, gestion du stress, etc. Non. Ça, effectivement, c'est un peu un pansement sur la plaie. C'est vraiment l'implication d'abord du dirigeant pour ensuite, effectivement, créer vraiment une prévention réussie. Vous pensez qu'on responsabilise à la limite trop les salariés en disant c'est un petit peu de votre faute si vous y arrivez pas. On a tendance à retombe un peu là-dessus. Effectivement, et c'est très important que ce soit l'inverse. C'est drôle qu'elle dise ça parce que je travaille, j'ai un examen mercredi et la matière concerne donc, diriger une boîte dans une manière éthique et durable. Et justement, c'est partir du haut, c'est la condition sine qua non. C'est ce que j'apprends dans les livres. Maintenant, aujourd'hui. Donc j'espère que dans le futur, aux Pays-Bas, mais bon, je pense que c'est américain. Un mot, si vous permettez, sur en ce qui concerne l'origine de ce qu'on a appelé une épidémie de suicide chez Renault. Il y a la décision prise par le président directeur général de multiplier par 3 le nombre de véhicules que l'on va sortir pendant la période à venir. On multiplie par 3 le travail qui est demandé aux salariés qui travaillent au Technocentre de Renault. La conséquence, c'est celle-là. Tout à l'heure, hein, effectivement, oui, parce qu'on parle de surintensification du travail qui était demandée. Et c'est là, on peut peut-être se demander s'il n'y a pas une petite responsabilité quelque part de l'entreprise quand on arrive à ce genre de choses. Fabrice Gachet, on ne vous a pas beaucoup entendu, parce que vous n'êtes pas dans cette logique de burn-out, si je puis dire. Hein. Vous avez, Dieu merci, pas connu ce genre d'extrémité-là. Mais j'écoutais attentivement. Comment ? J'écoutais attentivement, pour réfléchir juste sur la dernière discussion. Je me disais, si les entreprises ne peuvent pas décerner ça, c'est aussi parce qu'elles raisonnent énormément par sigle, par statistique. C'est-à-dire que ce qui est non quantifiable ne remonte pas très souvent. Et je pense que le moment où elles se rendent compte des choses, c'est quand il y a des suicides, parce qu'il y a quelque chose de quantifiable. Et c'est une question en tout cas. Les chiffres existent dans l'entreprise. Les indicateurs objectifs existent dans l'entreprise. Dans le service de santé au travail, dans le service RH, c'est l'absentéisme, le présentéisme, puisque les salariés en ce moment ne prennent même
même pas leurs arrêts maladie, tellement ils ont peur de perdre leur travail. C'est le nombre de visites spontanées au service de médecine du travail. C'est l'augmentation des TMS, des crises psychiques sur les lieux de travail. Il y a des choses quand même. Il y a des chiffres, les chiffres sont là, bien sûr. Il y a des troubles musculo-squelettiques pour les TMS. Quand même, vous, quand même, un mot. Votre histoire, c'est quand même assez étonnant parce que vous étiez dans la finance. On pense aussi à l'acteur, c'est un de Maison qui a fait la même chose, il était dans la finance, et puis on a eu marre, vous en avez eu marre, et vous, c'est la philosophie qui vous attirait. Vous avez créé un magazine, il faut oser quand même, sur la philosophie. C'est Philosophie Magazine qui marche bien, 50 000 exemplaires vendus tous les mois. C'était quoi? C'est ce travail que vous aviez dans la finance, vous trouviez que là aussi, dans son domaine, il y avait une perte de sens, une perte de valeur, une absurdité globale de trucs? Il y avait une certaine absurdité globale. Je ne suis pas un repenti de la finance, je n'ai pas l'impression d'avoir fait des choses horribles. J'étais entouré par des gens plutôt honnêtes et intelligents. En revanche, j'avais certainement le sentiment d'une déperdition, c'est-à-dire que, et aussi de vivre dans une bulle. C'est-à-dire que je vivais dans un environnement où tout semblait facile, on était très bien payé, il y avait 5 chauffeurs qui nous attendaient en permanence en bas du bureau. Quand on allait à l'étranger, on était dans des hôtels de luxe, mais il m'arrivait très souvent d'arriver à 3 heures du matin et de demander à être réveillé à 5 heures. Le tout pour des nuits blanches ou des semi-nuits blanches qui généralement consistaient à relire des documents pas extrêmement utiles. J'ai tout de même fait, je crois, 2-3 choses ou participé à 2-3 choses qui m'ont semblé utiles, donc j'ai pas un jugement si négatif au fond de ce monde-là, sinon qui m'avait l'air de vivre dans l'irréel. Dans le genre irréel et peut-être absurde. Je crois que vous racontez que votre patron vous a appelé de l'autre bout du monde pour vous dire il manque la page 25 du rapport 412. C'est arrivé une fois, il était à New York, il y avait une présentation et à 4 heures du matin, le téléphone sonne et il me dit je t'appelle pour te dire qu'il manque la page 25. Je dis écoute, je peux rien faire et je raccroche et ma femme était un peu énervée et 5 minutes après, le téléphone ressonne. Elle me dit tu vas voir, il l'a retrouvé. Et effectivement, il m'a dit je voulais te rassurer, je l'ai retrouvé. C'est voilà. De l'absurdité aussi de ces moyens-là. Mais vous, au-delà de ça, et vous avez consacré, je crois, un numéro de votre revue au burn-out et au travail. Est-ce que vous dites quoi? Qu'il y a un problème de sens sur le travail aujourd'hui, une difficulté à donner du sens à notre travail aujourd'hui? Je crois qu'il y a une difficulté qui est que ça, par exemple, Hannah Arendt l'a admirablement analysé. Beaucoup de gens qui étudient le travail aujourd'hui se réfèrent à son travail, Conditions de l'homme moderne. Elle analyse la différence entre l'ouvrage et l'œuvre. Et l'ouvrage, c'est le travail répétitif qu'on fait pour vivre, mais qui, au fond, ne façonne pas le monde. C'est comme faire le ménage, elle prend cet exemple. Il faut le refaire le lendemain, et c'est l'ouvrage, et c'est la condition de base du travail. Et puis à côté de ça, évidemment, les philosophes, elles valorisent l'œuvre. L'œuvre, c'est pas forcément l'œuvre artistique ou l'œuvre philosophique, mais c'est ce qui change le monde. Et alors on s'investit pas de la même manière dans les deux. Il y a de moins en moins d'œuvres, il y a de plus en plus d'immatérialité dans le travail qui fait que on sait plus ce qu'on fait, à quoi ça sert. Ce qui se passe en fait aujourd'hui, je pense, c'est que on demande de plus en plus aux salariés de s'investir dans leur travail comme si c'était une œuvre. On leur demande d'y mettre toute leur âme, on leur demande d'être évalués, de s'évaluer en permanence. Et en même temps, l'œuvre, elle leur échappe parce que les gens travaillent dans les services, ils travaillent devant des écrans. Ou alors ils travaillent peut-être dans des centres de soins, puisqu'on sait que le burn-out est très important aussi dans le domaine du soin, de l'éducation. On en entend moins parler dans l'artisanat, par exemple. Peut-être y en a-t-il, mais je pense que c'est pas un hasard. Et je pense que c'est le fait de pouvoir contempler son œuvre concrètement, une fois le travail terminé, ça échappe aujourd'hui. Joue beaucoup, c'est ça? Et pourtant, les médecins sont en burn-out. Quand vous fabriquez, par exemple, des puces électroniques, c'est très compliqué de donner du sens à votre travail. Si vous élaborez une pièce concrète, que vous la façonnez, une sculpture, vous pouvez le visualiser, vous pouvez vous projeter, vous avez des représentations. Et donc, cette représentation du travail bien fait permet à l'individu de se construire par rapport... D'ailleurs, dans le film, on le voit bien quand Vincent dit j'aimais bien négocier, ça me donnait de l'adrénaline. Mais la négociation, elle tourne mal quand il met à mort son sous-traitant, quand il va jusqu'à demander 13% et qu'il le met à mort. Là, effectivement, il passe la ligne et effectivement, il le dit après, on m'a fait ce que j'ai fait aux autres. On m'a fait ce travail, je dirais, ce mauvais travail, quelque part, cette mauvaise représentation. Parce que lui, il aimait bien la négociation, mais pas jusqu'à la mise à mort. Je crois qu'on oublie que nous sommes dans une économie dirigée désormais vers l'aval et pas en amont.
que celui qui réussit, ce n'est pas le plus intelligent ou le plus fort physiquement, mais le plus rapide, et que du coup, ce que vous fabriquez n'a plus tellement d'importance. L'essentiel, c'est d'occuper la niche économique avant tout le monde. Vous citez Pascal Chabot, je crois, dans votre revue, le philosophe qui, lui, évoque effectivement cette idée de rapidité, de société qui va trop vite, qui demande toujours plus de rendement, d'efficacité dans les échanges. C'est ça? Tout à fait, c'est le TTU. Bien sûr. Alors, il a repéré autre chose aussi qui était très, très visible dans le film, d'ailleurs, qui est que le burn-out, enfin c'est connu, mais frappe particulièrement les plus motivés. Il a fait un parallèle avec une notion qui existe au Moyen-Âge, qui existait chez les moines et qui s'appelle l'acédie. Les moines avaient une espèce de syndrome qui devait ressembler à une dépression, ou peut-être un burn-out aujourd'hui, et c'était généralement, non pas les plus distants, mais les plus ardents dans la foi, qui s'effondraient littéralement, et qui se consumaient de l'intérieur, et il fait un parallèle entre ça et le burn-out, et le parallèle est flagrant. Et dans le film... il ne faut pas s'investir trop dans son travail non plus. C'est ce qui se passe dans les jeunes générations. Nous constatons un désengagement vis-à-vis du travail. Parce qu'ils nous voient, ils disent oh là là. C'est un mécanisme de défense protecteur pour ne pas être dans le même état. Mais justement, c'est ce que j'aborde dans ce que je dis dans mon livre. Donc on appelle ça la génération Y. Donc en anglais, pourquoi? C'est aujourd'hui cette génération, elle subit l'héritage de leurs parents. Donc pourquoi est-ce que je devrais travailler plus tard parce que je ne suis pas reconnue? Pourquoi est-ce qu'effectivement je devrais donner des idées? On ne m'écoute pas. Donc effectivement, cette génération-là, elle regarde, elle a les preuves de leurs parents qui se prennent la tête parce que stressés par leur travail, il y a beaucoup de tensions. Le travail pour vous, ça va être important. Vous diriez quoi que c'est vous le voyez comme une corvée, comme un devoir, comme un plaisir éventuel, comme un quoi? Plaisir éventuel, je pense. Et j'espère vraiment, mais devant ces horreurs, je la vois si passionnée à l'idée de rejoindre ce poste de RH. Et voilà, je sais pas, c'est un sentiment, c'est un espoir. Je suis qu'en deuxième année, vous savez, on est encore innocent face au monde du travail. Vous n'êtes pas dans ce retrait-là des cris de la jeunesse qui se méfierait du boulot et qui s'investirait moins. Moi, je le ressens pas encore, mais... Moi, je suis pas d'accord du tout là-dessus. Je suis d'accord. Moi, je sais pas. Non, mais... Un mot pour terminer alors. Oui, nous, on a fait une enquête dernièrement sur l'impact du travail sur la vie privée et c'était un chiffre très intéressant. 30% des jeunes de moins de 30 ans qui sont en poste considèrent qu'ils doivent être à 100% disponibles pour leur employeur. 30%, c'est énorme. Ça montre bien effectivement que les jeunes ont du mal à entrer sur le marché du travail. Quand ils sont prêts à tous les sacrifices. Il y a une position sacrificielle des jeunes aujourd'hui qui doit nous alarmer parce que demain, c'est les prochaines victimes. Il faut faire très attention. Parce que les jeunes n'ont pas le choix. Jean-Christophe Sibéras, vous n'êtes plus chez Renault maintenant, vous êtes DRH chez Solvay, c'est ça? Je suis Solvay dans la chimie, oui, tout à fait, toujours dans l'industrie. Non, je suis pas par rapport à la jeunesse aujourd'hui? Non, pas du tout. Les jeunes, ils viennent dans l'entreprise, ils sont très motivés, franchement, ils travaillent beaucoup. Ce qui change, c'est qu'ils mélangent beaucoup plus la partie travail et la vie privée. C'est-à-dire, en fait, ils travaillent et puis à un moment, ils passent sur autre chose en zappant au travail. Donc, il y a de la vie personnelle au travail et ils travaillent aussi en dehors. Et ça change beaucoup par rapport à un modèle du travail qui est un modèle ancien où on travaillait et puis quand on sortait de l'entreprise, on travaillait pas. Que le travail n'est plus la seule, et la réussite n'est plus la seule référence de ces jeunes qui sont bien sur le marché du travail. Non, mais les jeunes ont de la générosité, bien évidemment, et ils en avaient aussi avant. Vous dites quoi, vous? Ah non, mais je suis d'accord, oui. Ça n'est plus que ça. Oui, bah, évidemment. C'était que ça pour des générations comme nous. Je pense qu'on l'aborde pas. Enfin, c'est ça, mais on le voit pas encore négativement, je pense. C'est-à-dire qu'on est justement ça motivé, on veut réussir, on s'imagine dans les meilleures positions, et on est prêt. Le stage, c'est un très bon exemple. J'ai des amis qui sont en stage et qui se tuent à la tâche. Et pour un salaire de misère et des horreurs horribles. Mais on a un sentiment de devoir, c'est un sentiment de devoir qui est à notre âge, peut-être dans notre état physique, et encore quelque chose d'assez satisfaisant, je pense, ou d'excitant. Mais parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore sur le monde du travail. C'est ça l'histoire, le vrai. Merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné comme vous l'avez fait. Merci à vous deux. Merci à vous tous. On pourrait encore parler longtemps du travail et de ce qu'il représente pour nous.
en retenant quand même l'idée que ce n'est pas forcément une souffrance, que ça doit être un plaisir, un épanouissement dans notre vie à tous. Hein. Il faut gommer les côtés maltraitants du travail. Voilà, et c'est votre boulot à vous et à d'autres cabinets comme le vôtre. Merci donc eh bien, de nous avoir suivis pour cette soirée continue. J'espère qu'elle vous aura ouvert les yeux sur ce qu'est le travail, sur la façon dont il fonctionne et sur cette souffrance qui peut parfois exister et qu'on peut déceler éventuellement si on est un petit peu attentif à ce qui se passe autour de nous. Voilà. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, à commencer par Ophélie Raduro. Merci à Philippe Lallemand et à ses équipes qui l'ont réalisé. Avant de se quitter, je vais vous renvoyer à des livres. C'est bien sûr le livre d'Aude Célie, ça s'appelle « Quand le travail vous tue », histoire d'un burn-out et de sa guérison. C'est votre livre, Marie Peset, avec d'autres aussi, sur travailler à armes égales, souffrance au travail, comment réagir. C'est, je le cite, le livre de Pascal Chabot, philosophe, sur Global Burnout. Et puis je montre votre revue qui s'appelle Philosophie Magazine. Et encore une fois, et puis justement, il est sur le portable, là, ce mois-ci, on est sur ces instruments qui nous poursuivent partout et qui permettent effectivement de faire en sorte que le travail n'ait plus du tout de limite entre la sphère du travail et celle de la vie privée. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, dormez bien, travaillez bien, et je vous dis à la prochaine.